Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire 2022 de l'Institut for a Positive Food. Nous allons parler pendant environ 1h20 d'un sujet très important qui est le gaspillage alimentaire. Donc ce webinaire porte sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, état des lieux et exemples d'action terrain. Donc, comme vous savez, les chiffres sur le gaspillage alimentaire sont vraiment impressionnants. On parle de plus de 1 milliard de tonnes d'aliments gaspillés à l'échelle mondiale, avec un coût associé vraiment très important. Et cette dimension de gaspillage alimentaire va bien au-delà de la dimension uniquement éthique et économique. Ça touche également la dimension environnementale qui, c'est vraiment global. Ce sujet concerne à l'échelle mondiale toutes les dimensions autour de la transition alimentaire. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc 3 intervenants pour discuter de ce sujet important. Donc nous aurons 3 interventions de 10-15 minutes environ. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Chouraki, directrice générale Too Good To Go, qui va nous parler de Too Good To Go, donc bien sûr, et son rôle sur la réduction du gaspillage alimentaire. Ensuite, nous aurons Bertrand Swiderski, qui est le directeur RSE du groupe Carrefour, qui va nous parler du défi du gaspillage alimentaire dans la relation fournisseur-client. Et enfin, on aura Katia Tardy, cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi, qui nous parlera de leur beau projet et de sujet quand l'alimentation devient circulaire et solidaire. Et donc, nous avons ravi d'accueillir Katia parce que la biscuiterie Andy Gaspi était aussi la lauréate du prix Innovation Positive Food 2021. Donc, à la suite des 3 présentations, nous aurons donc une table ronde avec les intervenants et les membres du conseil scientifique de l'Institut. Tout au long du webinaire, vous pouvez partager vos commentaires, remarques, questions ou d'éventuels problèmes techniques dans l'onglet chat. Merci d'utiliser uniquement l'onglet chat pour faciliter le suivi de la conversation. Et à la fin du webinaire, j'aurai aussi le plaisir de vous présenter les actualités de l'Institut, notamment pour la rentrée et le mois d'octobre. Donc, je vais passer la main à Pascal Ebel, membre du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food et directrice associée CEWAYS. C'est Pascal qui animera ce webinaire. Je vous souhaite un excellent webinaire et Pascal, je te passe la main. Merci. Merci beaucoup, Nectar. Je suis enchantée d'animer ce webinaire. En effet, le contexte actuel, vous le connaissez, plus de 5% d'inflation. Et la première chose que veulent faire les consommateurs pour se réorienter vis-à-vis de cette inflation, c'est avant tout limiter le gaspillage alimentaire devant d'autres gestes. Donc, c'est vraiment dans un contexte très intéressant que l'on organise ce webinaire. Donc, je vais passer la parole en effet à Sarah Chouraki, directrice générale de Too Good To Go au niveau France. Et elle va nous faire un panorama du gaspillage alimentaire et insister sur ce que fait l'application Too Good To Go. Merci Sarah. Merci beaucoup. Et du coup, bonjour à tous. Donc, en effet, moi, Sarah Chouraki, je suis directrice générale de Too Good To Go France. Je suis très contente aujourd'hui de vous parler en effet du gaspillage alimentaire. Je vais aborder 3 thèmes assez rapidement, mais qui est le pourquoi, en fait, c'est un sujet aujourd'hui en France. Vous parler un peu plus de Too Good To Go et comment on a apporté des solutions pour remédier, en fait, à ce problème. Et ensuite, vraiment se dire comment en fait on essaie d'atteindre ensemble l'ambition de réduction du gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025 en France. Donc tout d'abord, pourquoi c'est un sujet? On a déjà parlé de quelques thèmes et chiffres juste avant, mais du coup je vais me permettre de les redire. Tout d'abord, je pense qu'en fait le sujet du gaspillage alimentaire, c'est comme on l'a dit juste avant, un triple problème, et ce problème il est mondial. Et donc c'est à la fois environnemental, à la fois social et à la fois économique, puisque ce sont autant de ressources et autant d'argent qui sont perdus alors que cela pourrait avoir une autre fin. Donc les gros chiffres, d'un point de vue environnemental, c'est que le gaspillage alimentaire est responsable de plus de 10% des émissions de CO2 dans le monde,
et que du coup, à ce titre, c'est évidemment quelque chose de très important pour lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, en termes de grands chiffres, en France, c'est 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées. Donc ce chiffre, parfois, peut paraître un peu gros, et du coup, on essaie de le ramener à une échelle temps qui paraît peut-être plus simple. Et ce 10 millions, en fait, c'est 317 kilos chaque seconde en France. Et donc ça, je pense que c'est assez tangible, parce qu'une seconde, on en a déjà passé plusieurs déjà depuis le début de ce webinaire, et du coup, les kilos, ça nous parle. Donc clairement, c'est un vrai problème. Et en termes, en effet, économiques, c'est 16 milliards d'euros qui partent, entre guillemets, aussi à la poubelle, qui auraient pu être utilisés à la fois pour soit des investissements, soit à la fois pour refléter dans les prix. Et donc, à ce titre-là, on a vraiment tous envie de faire quelque chose. Je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est vraiment que le gaspillage alimentaire, il est présent tout au long de la chaîne alimentaire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, que ce soit de la production à la transformation, à la distribution ou à la consommation, on a tous un rôle à jouer pour différentes choses. Encore une fois, je pense que ça fait plaisir à personne de gaspiller de la nourriture. Pour autant, on en est responsable. Et même nous, en tant qu'individus, il faut savoir que c'est quasiment un tiers du gaspillage alimentaire qui a lieu de par notre faute, entre guillemets, sur le gaspillage alimentaire. Et l'autre raison pour laquelle le gaspillage alimentaire est un sujet en France, donc au-delà du fait qu'en effet, il y a un impact considérable, le fait qu'on est un pays qui adore la nourriture, c'est aussi qu'il y a eu un cadre législatif favorable en France depuis déjà pas mal de temps. Parce que en fait, la première initiative qui a mis autour de la table les acteurs pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'était en 2013. Donc ça fait quasiment 10 ans en fait, que la France s'est emparée du sujet, et là-dessus était vraiment un pionnier en fait dans la législation mondiale. Et donc du coup, ce pacte sur lequel beaucoup d'acteurs ont travaillé a donné du coup la loi Garot en 2016. Et en fait, ça a continué tout au long en fait du temps de progresser, de rajouter des éléments. Donc en 2018, il y avait la loi Egalim, et en 2020, la loi AGEC. Et donc, en fait, c'est vraiment comprendre qu'au-delà de l'intérêt des Français, au-delà du fait que ce soit un sujet qui soit pris par chacun d'entre nous, c'est vraiment aussi un cadre législatif qui aide à l'action. Du coup, je ne voulais pas forcément rentrer dans toutes les lois, mais quand même donner un peu mais du coup, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, j'ai choisi quelques éléments clés. Donc, en 2016, la loi Garot, je vais retenir en fait deux choses principalement. Le premier, c'était en effet l'interdiction pour les distributeurs de rendre les invendus encore consommables impropres à la consommation. Et là-dessus, je pense qu'on l'a tous vu, et vraiment, c'est vrai qu'il y a quasiment plus de scandales par rapport à ça, et il y a eu des vraies actions qui ont été prises. Et le deuxième, c'était en effet l'obligation d'une convention de don qui a aussi, entre guillemets, incité à vraiment donner en fait cette nourriture qui aurait fini à la poubelle à ceux qui pouvaient en avoir besoin. Donc, c'était un peu les deux grandes propositions de la loi Garot. Et pour dire en 2020, donc 4 ans plus tard, donc il y avait vraiment la volonté aussi d'élargir en fait toute cette législation contre le gaspillage alimentaire au-delà de la distribution, donc à la restauration collective notamment, et l'ambition du coup de réduire de 50% d'ici 2025. Donc vraiment, il y avait quelque chose où on se disait, on ne sait pas comment on va y arriver, mais il y a une vraie volonté de fixer ce cap-là. Et notamment sur les dons aussi, de se dire, maintenant c'est top, parce qu'il y a vraiment beaucoup de dons qui sont faits, mais comment on travaille sur la qualité du don pour être sûr en fait que ce qu'on donne à des personnes dans le besoin répondent aussi à des besoins là-dessus. Et le troisième pilier, parce que du coup Bertrand est pilote aussi dessus, c'est la création d'un label anti-gaspillage alimentaire qu'on est actuellement en train de tester. Donc ça, c'était un peu le cadre sur le gaspillage alimentaire en France. Donc vraiment à la fois des chiffres aberrants sur les trois sujets, donc écologique, social et économique, et à la fois un cadre législatif qui a du coup inspiré aussi pas mal d'autres pays. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, pourquoi Too Good To Go a été créé et notamment quelles solutions on a voulu apporter. Je pense que ici, on voulait vous rappeler en fait notre mission et comment on se définit nous, Too Good To Go. C'est vraiment qu'on veut inspirer et donner les moyens à chacun de s'engager contre le gaspillage alimentaire. Et pour nous, les deux mots sont très forts entre inspirer et donner les moyens, parce qu'il y a vraiment cette volonté d'éducation pour vraiment réduire en profondeur le gaspillage alimentaire, et à la fois en se disant s'il y a du gaspillage alimentaire, comment on fait
pour le sauver. Donc ces deux piliers sont extrêmement forts dans les solutions qu'on définit au quotidien. Et donc en effet, Too Good To Go, ça a été connu et c'est encore connu pour l'application. Donc vous pouvez voir quelques visuels et je vous encourage à télécharger si vous n'avez pas encore découvert l'application. Et en fait, on se veut comme une solution très simple pour réduire le gaspillage alimentaire et une solution du quotidien qui peut vraiment être utilisée tous les jours ou quand on veut de manière extrêmement simple. Et le principe, c'est vraiment qu'on met en relation des commerçants de quartier ou des supermarchés, n'importe quel commerce alimentaire qui aurait des invendus avec des utilisateurs qui pourraient sauver leurs invendus en fin de journée. Et donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez aller voir directement sur l'application. C'est que le commerce ou le restaurant, dès qu'il aura des invendus, va le mettre assez rapidement disponible sur l'application en disant j'ai des invendus disponibles à telle date. On ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans le panier, parce que du coup, c'est le principe du gaspillage alimentaire de jamais trop savoir ce qui va être gaspillé. Et en face, on a des utilisateurs qui, eux, vont se connecter sur l'application, repérer du coup les aliments ou les commerces qui ont des invendus et aller le chercher à petit prix. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire que le commerçant va se faire un revenu aussi supplémentaire sur quelque chose qui aurait fini à la poubelle. Et l'utilisateur va avoir accès à de la nourriture à environ un tiers du prix. Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, notamment dans un contexte d'inflation, mais pas que, dans un contexte où on recherche tous les bons plans, où on recherche tous à mieux gérer notre budget, l'application, en fait, offre une vraie façon de se nourrir à petit prix aujourd'hui. Et en fait, l'application, elle a super bien marché. Ça a été créé en 2016, donc en même temps que la loi Garot. Et aujourd'hui, c'est déjà présent dans 17 pays, donc c'est dans 15 pays en Europe et les États-Unis et le Canada. Et pour vous donner un peu les grands chiffres en France, on a sauvé quasiment 40 millions de paniers grâce à tous nos partenaires. Donc vraiment, que ce soit les supermarchés, les primeurs, les restaurants, tout, c'est 32 000 partenaires qui sont engagés avec nous. Et ça, pareil, en fait, on ne saurait le faire si on n'avait pas les 12 millions d'utilisateurs en France. Donc ce sont des chiffres massifs. Et nous, on se veut vraiment comme un facilitateur. Et en vrai, ça n'existe que parce qu'on a des partenaires et des utilisateurs engagés. Donc ça, c'était pour la partie Too Good To Go. Et aujourd'hui, je voulais aussi parler de comment, en fait, on vise cette ambition de 50%, qui n'est vraiment pas une ambition de Too Good To Go, mais bien une ambition qui a été déclarée par le gouvernement. La première chose que nous, on met en avant, c'est vraiment la complémentarité des actions. C'est vraiment de se dire, en fait, on arrivera à lutter contre le gaspillage alimentaire si on est tous, tout au long de la chaîne, engagés, et si aussi, en fait, on trouve tous, nous, acteurs du gaspillage alimentaire, des solutions complémentaires. Et donc, par exemple, c'est un peu là ce qu'on essaie un peu de décrire sur cette pyramide inversée, où la première chose qu'on veut aider à faire, c'est la prévention. Parce qu'avant toute chose, on veut éviter de créer du gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment comment on aide là-dessus. Ensuite, il y a les dons aux associations. C'est pareil, c'est prioritaire et on veut que ça reste aussi quelque chose de fondamental, cette redistribution. Ensuite, Too Good To Go se voit comme vraiment une solution complémentaire en se disant notamment que les associations ne peuvent pas tout récupérer parce qu'elles n'ont pas des associations forcément partout, elles ne peuvent pas prendre tous les produits, elles ne passent pas forcément tous les jours. Et donc, nous, on se veut en complémentarité de cette solution. Et ensuite, évidemment, la valorisation animale et le compost. Donc, c'est vraiment, voilà, comment tous ensemble, on va y arriver. Et ensuite, nous, ce qu'on pense vraiment, c'est qu'on a tous un rôle à jouer. Et que ce soit les entreprises, les foyers, les affaires publiques ou l'éducation, en fait, là-dessus, on veut aider, nous, en tant que Too Good To Go, à avoir des actions concrètes. Donc, du coup, on se définit vraiment plus qu'une application. Donc, l'application, c'est une chose, mais au-delà de ça, on veut vraiment être un mouvement qui engage et fédère des acteurs qui ont tous envie de faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous parler rapidement du pacte sur les dates de consommation. On a plein d'autres projets formidables que je serais ravie de vous décrire dans une autre fois, ou sinon allez sur notre site internet. Mais le pacte sur les dates de consommation, donc c'était vraiment de se dire, aujourd'hui, il y a un sujet qui est que 50% des Français ne comprennent pas la différence entre une DLC, donc une date limite de consommation, et une DDM, donc une date à durabilité minimale. Et en fait, on a réuni autour de la table plein d'acteurs. Donc aujourd'hui, on a 65 signataires. Du coup, que ce soit des industriels, que ce soit la grande distribution, que ce soit des associations de consommateurs. Et ça a été un projet sponsorisé par du coup les deux ministères, donc à la fois l'agriculture et l'écologie, pour apporter une solution concrète. Et donc, on a défini tous ensemble 10 engagements pour justement aider le consommateur
à mieux s'y retrouver sur les dates. Parce qu'aujourd'hui, les dates, en fait, on ne le sait pas forcément, mais c'est responsable de 10% du gaspillage alimentaire en Europe. Et donc, on l'a identifié, nous, comme étant la première action qu'on devait faire de prévention pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs axes, notamment l'éducation. Mais il y avait aussi la volonté d'avoir 10 engagements concrets. Et je vais vous zoomer sur un en particulier sur lequel on est très content d'avoir fait quelque chose. C'est c'est ce pictogramme qui était de dire sur les DDM, donc les dates à durabilité minimale pour les produits qui en fait ne présentent pas de risque d'être consommés après la date, donc principalement les produits secs. C'était de rajouter un pictogramme pour utiliser ces sens. Donc vous voyez ici, c'est observer, santé, goûter. Et en fait, ça, on l'a défini pareil avec tous les acteurs autour de la table. Et aujourd'hui, on a plus de 20 signataires qui ont déployé ces pictogrammes, ce qui fait que c'est quand même 3000 gammes de produits qui sont présents dans la grande distribution avec ces pictogrammes. Et ça fait à peu près 300 millions de produits en magasin. Donc en fait, c'était une démarche que je voulais mettre un peu en avant aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on a fait du coup pareil en mettant autour de la table plein d'acteurs qui ont accepté de se mettre des contraintes, de rajouter, de changer leur packaging pour arriver à faire ça. Et en fait, c'est une initiative qui, devant pareil, le succès et à la fois le fait que ce soit directement aux consommateurs et de la prévention, qui a été déployée dans 14 pays européens. Donc pareil, en fait, on est très fiers aujourd'hui de se dire que les initiatives nationales qu'on a en France, grâce à justement des acteurs engagés, nous permettent aussi de prêcher la bonne parole en Europe. Donc, c'était ce que moi, je voulais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, je vous remercie pour votre écoute et serai ravie de vous répondre à vos questions ensuite. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Il y a une question qui est posée par Sophie Benazet qui demande si vous pouviez un petit peu répondre à la question sur les dons aux associations. Quelles sont ces associations, quels produits et dans quel lieu vous faites ces opérations? Du coup, ce n'est pas directement Too Good To Go. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer la complémentarité des actions. Donc Too Good To Go ne travaille pas en fait directement avec les associations. On travaille en fait en collaboration avec la banque alimentaire pour mieux comprendre justement aussi les attentes. Mais ça, pour le coup, du coup, c'est les commerces de proximité, les supermarchés qui vont signer des conventions de dons avec des associations présentes localement. Donc soit avec des accords nationaux avec la banque alimentaire, soit avec des accords locaux en fonction de ça. Et du coup, qui vont, en fonction des associations, donc ça, c'est très disparate, vont définir des moments de passage, donc des moments de collecte, donc des jours et des heures, et des produits, parce que, par exemple, les produits avec de la crème pâtissière, par exemple, ne sont pas récupérables par les associations pour des histoires d'hygiène. Et donc là-dessus, on travaille, nous, en collaboration par rapport à ça. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment, on n'a pas une démarche avec les dons. Les dons existaient avant Too Good To Go et avant la loi Garot. C'est plus qu'en fait, on a hiérarchisé, entre guillemets, tous entre nous, la priorisation pour que Too Good To Go ne soit pas concurrent des banques alimentaires ou du don, mais bien en complémentarité. Oui, je pense que tout à l'heure, Bertrand Swiderski en parlera, puisque les distributeurs font ces dons. Donc, il y avait une autre question qui concerne un petit peu la question des yaourts, où c'est une DLC, et donc savoir s'il y a des choses qui sont faites pour allonger la DLC, ou si là-dessus, vous avez des choses à dire en rapport avec ce que vous avez mis en place sur le pacte qui permet de travailler sur les DDM. Oui, tout à fait. Du coup, le yaourt, en effet, c'est un vrai sujet parce qu'on sait tous que le yaourt, en fait, quand on peut le consommer après la date, et pourtant, c'est quand même une DLC. En fait, on est en train de travailler avec les différents acteurs, et notamment aussi le syndicat, donc le Syndifray. Et lait de vache du groupe Danone a été la première marque, du coup, sur une catégorie de produits, encore une fois, à faire le changement en passant de DLC à DDM. Donc, en tout cas, c'est un gros changement. Parce que bien évidemment, en fait, ces dates, si elles existent, c'est qu'à la base, elles protégeaient la sécurité sanitaire du consommateur. Et donc ça aussi, ça nous tient particulièrement à cœur. Donc c'est vraiment comment on travaille avec les différents acteurs pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, avec cette double ambition de protéger le consommateur et à la fois résoudre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, donc en tout cas, on a un premier exemple qui est lait de vache, qui l'a fait. Et du coup, on travaille à se dire, une fois qu'on a un précurseur, comment on étend ça? Parce que c'est toujours un peu pareil, c'est comment on trouve le premier qui est prêt à se lancer. Voilà, donc en tout cas, on en a un, c'est présent aujourd'hui sur le marché et on va voir comment l'étendre à d'autres marques et d'autres gammes de produits.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens qui ont été mis en place pour les stickers avec le pacte sur la DDM? Est-ce que chaque intervenant a mis en soi ses moyens et n'a étiqueté qu'une gamme de produits? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Pour le coup, nous, on a été vraiment coordinateurs. Donc, nous, on a mis, entre guillemets, une ressource qui est dédiée au pacte. Donc, on a une personne en interne chez Too Good To Go qui, justement, essaie de simplifier, de coordonner et de rendre plus simple la vie à tous les industriels et les distributeurs qui, eux, ont d'autres priorités que le gaspillage alimentaire, évidemment. Et de leur côté, en fait, c'est eux qui mettent les ressources aussi. Donc, des personnes qui travaillent aussi sur le pack, qui dédient du temps à ça. Et typiquement, sur le packaging, ça a été de changer, du coup, sur les lignes de production, de travailler avec leurs équipes marketing pour voir comment ça pouvait s'intégrer sur leur packaging et après changer dans la chaîne de production. Donc, c'est en effet eux qui, en fait, ont mis leurs ressources à disposition là-dessus. Donc, c'est vraiment chaque partenaire décide de mettre les ressources qu'il veut, que ce soit en termes humains ou en termes financiers. Alors, une dernière question avant qu'on passe à l'intervention suivante. Qui est responsable si jamais il y a des problèmes de toxicologie ou des impacts sanitaires avec un produit qui est périmé, que ce soit sur votre application, le cas où on vient chercher des produits dans des magasins, ou que ce soit dans le cas des DDM? Est-ce qu'il y a une responsabilité partagée en termes juridiques? Donc aujourd'hui, en fait, nous, on est vraiment un outil de réservation. Donc, en fait, on n'est pas propriétaire des produits. Et donc, à ce titre-là, en fait, on n'est pas, nous, directement responsables là-dessus. Donc, en revanche, on a un process, évidemment, de rappel de produits classique comme la grande distribution. Et donc, en fait, quand la grande distribution ou un industriel nous prévient justement d'un rappel de produits, comme ça peut se faire en magasin, on a aussi, nous, notre procédure pour prévenir les utilisateurs, en plus de ce qui est fait par la grande distribution. Donc, c'est vraiment des campagnes, en fait, d'information par rapport à ça pour, en effet, protéger au maximum le consommateur. Et la chose qu'on a, nous, en interne, en tout cas, c'est un service client qui est disponible vraiment très rapidement, et on est hyper content de l'avoir dans nos bureaux à Paris et qui connaît extrêmement bien du coup le gaspillage alimentaire, pour aussi répondre en anticipation parfois aux questions des consommateurs quand ils ont récupéré un produit. Donc on va dire qu'on fait à la fois de la prévention par notre service client, et à la fois évidemment on a des process de rappel de produits quand ils ont lieu dans la grande distribution. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci beaucoup, Sarah. Merci. On va passer la parole à Bertrand Swiderski, qui nous répondra peut-être sur la question des associations à qui sont faits les dons, et puis surtout qui va nous parler de ce pacte et quels sont les freins au gaspillage. Merci. Bonjour. Merci Pascal, merci Sarah aussi. Peut-être en introduction d'abord, en effet, je suis en charge des sujets de responsabilité sociétale pour le groupe Carrefour, dont dans mes responsabilités, il y a le sujet des chaînes d'approvisionnement, il y a le sujet du gaspillage, du plastique, etc. Et gaspillage alimentaire est un sujet central. Et comme tu l'as souligné, je ne sais plus si c'est Sarah ou Pascal ou même Nikta, hein, c'est vrai qu'en effet, on traite le sujet, nous, d'un engagement de réduire de 50% d'ici 2025 depuis qu'on a pris en 2015. Hein, et c'est là où on a mené, dès 2015, je vous raconterai un peu ce combat du gaspillage alimentaire. Et il n'a jamais été aussi important pour les consommateurs aujourd'hui. Hein, on se rend compte d'un appétit très important pour toutes les opérations que l'on mène en magasin, que je vais vous exposer en ce moment. Peut-être pour répondre aux deux questions. Alors, la première qui était sur le don alimentaire. Donc, il faut savoir que les magasins Carrefour, alors on n'a pas attendu la loi Garot. Hein, je sais que Sarah, c'est important la loi Garot, mais la loi Garot, on était déçus qu'elle se concentre uniquement sur le don alimentaire. Hein, donc, elle aurait dû aller beaucoup plus loin, la loi Garot. Elle s'est concentrée sur les choses qui étaient déjà intégrées par des mesures fiscales par la grande distribution. Mais sachez qu'en fait, les distributeurs, comme nous, on donne environ 50 millions de repas par an aux associations alimentaires. Ça paraît beaucoup, mais en même temps, pour un exploitant qui exploite un magasin, c'est beaucoup, parce que c'est des produits qu'il n'a pas vendus, et c'est pas beaucoup, aussi parce que le besoin alimentaire est énorme. Hein, les associations alimentaires n'ont pas assez de dons aujourd'hui, et il faut réussir à se mobiliser, à mobiliser tous les magasins, quels qu'ils soient, etc., et il y a encore beaucoup de mobilisation à faire. Alors, on donne à qui? On donne à toutes les associations, si elles sont agréées.
Ça, c'est la première condition. Donc, est-ce qu'elle peut être locale, qu'elle peut être nationale? Bien sûr, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, ça reste quand même des grandes organisations. On donne aussi à des petites associations si elles sont agréées localement. Et la condition quand même, c'est d'avoir des camions frigorifiques. On ne peut pas venir chercher des produits frais dans un magasin si on n'a pas de camion frigorifique. Et donc, avec la Fondation Carrefour, on finance régulièrement des dizaines de camions frigorifiques pour équiper les associations, qui leur permettent en fait de réaliser derrière la distribution alimentaire. Donc voilà, ça c'est le sujet du don alimentaire. Sur le sujet des dates avec les yaourts, oui, en effet, on travaille avec Danone depuis 2 ans. Sur le fait que cette DLC du yaourt nature, en tout cas, puisse être remplacée par une DDM. Donc, le groupe Danone a décidé de tester sur lait de vache le passage et de voir un peu les effets sur la consommation et sur notamment la compréhension des consommateurs. Nous, on a décidé de le tester sur tous nos yaourts à marque Carrefour en Espagne. Donc, tous les yaourts à marque Carrefour en Espagne n'ont plus de DDM, non plus de DLC, pardon, n'ont plus de DLC et sont passés en DDM. Avec en plus un allongement de 10 jours de DDM. Donc on va voir comment réagit le consommateur, etc. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Les premiers retours font que certains consommateurs doutent de la fraîcheur du produit. Donc on a malheureusement on a intégré dans la tête du consommateur que s'il y a une date un peu de ce type-là, une date à laquelle on peut plus le manger entre guillemets après, c'est que c'est un symbole un peu de fraîcheur. Et ce qu'il faut remettre en question. Donc on le remet en question sur les yaourts nature, je vous l'ai dit, en Espagne, sur lesquels on a des retours. On le remet en question aussi pas mal sur des nouveaux types d'emballage du poisson, par exemple. Vous allez voir arriver en magasin de nouveaux emballages du poisson qui sont avec beaucoup moins d'air à l'intérieur, qui permettent de conserver le poisson 5-6 jours de plus. Mais vous allez voir, les premières réactions que l'on a, c'est oh là là, attendez, 5-6 jours de plus, oula, c'est bizarre. Donc il y a ce phénomène à prendre en compte. Il y a l'aspect gaspillage alimentaire, mais il y a aussi comment le consommateur va réussir à interpréter ce que nous, on va lui proposer. Vous savez, on a étendu la date, les DDM, on les a étendus sur 450 produits. Donc avec du gruyère râpé à plus 10 jours, on a plus 15 jours quelquefois pour du saucisson. Et à chaque fois, on fait des tests qui nous permettent de savoir si le produit reste consommable. Et avec des tests de vieillissement. Et quelquefois, on se rend compte on est obligé de réduire un tout petit peu. Et on est obligé de réajuster. On a supprimé aussi quelques dates qui sont inutiles. Des dates que la loi, en tout cas le décret européen, nous permettait d'en le supprimer. Alors le sel, le sucre, le vinaigre, on a eu le droit de le supprimer, donc on l'a supprimé. Sur le sucre, on a extrapolé un peu à des bonbons qui sont très sucrés, tous les bonbons dragés, on a supprimé la date. Donc vous verrez chez Carrefour, à la marque Carrefour, on a supprimé la date, alors que quelquefois les marques ne l'ont pas encore supprimé, donc moi je leur ai écrit pour demander de supprimer. Et on milite auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne, pour que soient supprimées les dates sur les féculents secs, sur les pâtes, riz, pois cassés, lentilles, etc., de supprimer l'obligation d'avoir une date sur les produits. Donc voilà, ça c'est un combat qui est important. Moi, je pense que c'est très important qu'on arrive à changer la mentalité un peu des consommateurs sur la date fraîcheur. Ce que le consommateur appelle ça, nous on appelle ça une DLC dans notre langage industriel, dans notre langage de distributeur, on appelle ça une DLC. Le consommateur ne l'appelle pas une DLC. C'est pas vrai, c'est faux. Cette DLC et DDM, et Sarah elle a été très claire là-dessus, c'est pas compréhensible par le consommateur. Pour lui, il le voit comme une date fraîcheur. Et ça c'est très important de réussir à casser ce mythe. Et de réussir à montrer que le produit peut se consommer avec ses sens, comme l'a précisé Sarah, et à nous de lui donner cette sécurité. Donc ça, c'est le premier point auquel je voulais répondre aux deux autres questions. Alors, je vois qu'il y a je vois pas les questions du chat. Vous m'écrivez dans le chat, mais je les vois pas. Je sais pas si vous voulez que je réponde automatiquement aux questions. En tout cas, n'hésite pas, Pascal, si tu vois que des questions qui sont sur mon propos actuel, n'hésite pas à me les poser directement. Oui, pour l'instant, il y a juste une question sur le miel. Est-ce qu'on a supprimé les dates sur le miel? Vous citiez les pâtes, le riz, etc. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sur le miel, ce n'est pas possible. Par le règlement qu'on appelle le règlement INCO, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, par un règlement européen, de supprimer les dates. Sauf sur sel, sucre, vinaigre, bonbons dragés, chewing-gum
Et je fais il faudrait que vous donne la liste exacte. Peut-être que Sarah, tu peux m'aider sur la liste exacte des produits sur lesquels on peut supprimer la date. Ça, c'est un règlement européen. D'accord. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à la Commission européenne pour avoir le droit de le supprimer sur d'autres produits, et le miel en fait partie. Le miel en fait partie. C'était la question. D'accord. Le miel en fait partie. Après, je dirais que ça dépend plus de nous. Nous, il nous faut une libéralisation de ce règlement, et il nous faut que ce règlement nous l'autorise. On n'ira pas sans. Oui, bien sûr. Ok. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que sur ces produits-là, sur lesquels légumes secs et toute la liste que vous avez donnée, est-ce qu'on inscrira toujours la date de fabrication? Bien sûr, bien sûr. Elle est obligatoire aussi dans le règlement INCO? La date de fabrication, je ne peux pas vous dire qu'elle soit obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est une référence du produit et une référence qui nous permet de retrouver le lot exact. Et donc, très souvent, d'ailleurs, certains industriels utilisaient la date, la DDM ou la DLC comme une date de référence, en fait. Il faut changer de date de référence, et la date de fabrication, je pense qu'elle peut rester sans aucun problème, mais surtout le code de référence qui nous permet de retrouver la traçabilité du produit. Très bien. Voilà. Ça vous va? Oui, est-ce que tu peux peut-être juste développer un peu les freins actuels du gaspillage? En dehors de la date de fraîcheur, il n'y a pas d'autres choses de la part des associations sur la partie dons, etc. Est-ce qu'il y a d'autres freins? Sur d'autres freins au don, tu veux dire? Sur le don, le frein numéro 1 du don, c'est de trouver des associations capables de venir tous les jours de la semaine, tous les jours d'ouverture de magasin, de venir sur le quai, récupérer les produits. Ça, c'est la première chose. D'accord. Donc ça, on a essayé de mener une opération dans laquelle d'ailleurs Too Good To Go était partenaire, une opération pendant la période du Covid. On a essayé de mener une opération pour essayer de recruter un maximum d'associations, mais c'est pas si simple. Ils ont eu un manque de bénévoles. Vous imaginez que pendant la crise, on a eu une absence de bénévoles quelquefois pendant le premier confinement. Ensuite, on a réussi à récupérer quelques bénévoles, mais on n'a pas récupéré tous les bénévoles qui viennent tous les matins. C'est quand même des bénévoles qui viennent tous les matins, généralement entre 8h30 et 9h, récupérer sur notre quai. Donc nous, sur le quai, on a séparé déjà ce qui est au don et ce qui ne peut pas être donné. On n'a pas le droit de donner des steaks hachés, on n'a pas le droit de donner du poulet qui a déjà été cuit, on n'a pas le droit de donner, on a une liste, on n'a pas le droit de donner des œufs, etc. Donc il y a tous ces produits qui sont interdits au don, que nous, on transforme en biodéchets. Et il y a tous les produits qui sont à donner. Et ceux-là, après, les associations viennent les chercher. Quelquefois, sur un quai, il peut y avoir 3 associations différentes. Donc, dans ces cas-là, la difficulté aussi, c'est de répartir un peu. Les associations ne veulent pas tous la même chose. Certains ne veulent pas de pain du tout, etc. Donc, on a une difficulté. Moi, je dirais que l'autre difficulté liée au don, j'en ai parlé, c'est sa logistique. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être équipé logistiquement pour récupérer les invendus alimentaires. Il faut garantir la chaîne du froid de A à Z. Donc, nous, tout ce qui est invendu prêt au don est stocké en chambre froide. Et il faut que de la chambre froide, on arrive jusqu'à l'association alimentaire. Donc voilà les freins, mais qui sont majeurs et très structurants. Juste une question quand même sur ce contexte-là d'inflation très forte. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies? Je sais qu'en 2008, les stratégies mises en place, c'est qu'on vendait les produits très très proches de la DLC avec des prix promo, quoi, en fait. On cassait les prix. Est-ce que ces stratégies-là sont mises en place? Est-ce que ça aide à finalement enlever ce mythe sur la date de fraîcheur? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aide à enlever le mythe? J'en sais rien, mais par contre, je vous explique un peu le process. Donc, vous voyez que tous les matins, nos équipes, elles vont faire du réassort. Donc, ça veut dire que vous imaginez un rayon fromage. Là, il y a Nicta, donc un rayon fromage. Vous arrivez avec tous les produits qui sont en commande. La commande est arrivée. Et là, il va falloir vérifier derrière chaque fromage la date. Okay, et on a une charte fraîcheur, c'est-à-dire qu'à J-3, donc à J-3 de la date, la DLC, le magasin, la personne qui met en rayon sort les fromages. Donc elle les sort, elle les laisse au frais, et là on va les vendre à prix réduit. Donc on va faire un moins 30%. Donc on a une machine qui nous permet de scanner, on scanne le produit et on fait un moins 30%. Et ce moins 30%, soit on décide de le laisser dans le rayon fromage, soit on décide de le mettre dans des bacs qu'on appelle des bacs anti-gaspi. Ce sont des bacs, en fait, qui sont dans les magasins et qui permettent aux consommateurs de saisir des opportunités. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien le bac, pour une raison de transition alimentaire, c'est que dans le bac, c'est plutôt un achat d'opportunité. Vous n'aviez pas prévu d'acheter du boursin, vous ne l'avez pas prévu, mais vous envoyez à moins 30%, vous dites, bah tiens, ce produit-là, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté, bah, je vais le goûter.
Et donc, on se rend compte que le consommateur aujourd'hui, dans ces fameux bacs, les bacs, on les a installés en 2016. Hein. Donc, 2016, c'est quand même assez ancien. Et les machines, on s'est équipé de 2016 à 2017. Et aujourd'hui, c'est énorme. L'achat n'est plus uniquement un achat d'opportunité en disant bah, tiens, c'est moins cher, je vais l'acheter. Il y a des consommateurs qui sont réguliers de ces bacs-là. Donc, on a vu le phénomène quand même depuis 2017 s'accentuer. Je dirais que la grosse transformation, c'est entre 2017 et 2019. Il y avait un peu de, comment dire, un peu de honte. Je donne le mot parce que j'ai pas le mot exact. Il y avait un peu de honte entre guillemets de consommer ce type de produit, hein, de gêne, on va dire d'une gêne. Dès 2019, on sent que c'est assumé et qu'il n'y a pas de gêne particulière à être en train de fouiller dans le produit à date courte. Hein, et maintenant, c'est complètement assumé. Nos bacs de produits à date courte sont vidés. Après, après, on a succédé le type d'innovation. Vous voyez, on a lancé enfin déjà, dès 2015, on a fait un concours sur l'anti-gaspi et Too Good To Go a été un des lauréats. Donc en 2015, on démarre après avec Too Good To Go. Donc déjà, il y avait ce sentiment de lutte contre le gaspillage alimentaire, de ce fameux panier Too Good To Go existe déjà, hein, donc dans l'esprit des consommateurs. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu les produits après la DDM. Donc, un mois après la DDM, chez Carrefour, vous avez une réduction de 50%. Donc, vous avez souvent, vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Vous voyez, au moment des fêtes, on a pas mal de toasts, des toasts apéritifs. Donc, vous voyez qu'on a une grosse quantité. Ben là, si vous arrivez, janvier, février, mars, si vous arrivez en mars, et ben, pendant 2 ou 3 semaines, on vend à moins 50% tous ces pains à toast. Parce qu'ils arrivent, ils sont un mois après la DDM, et donc on les vend. Et donc, on sort des rayons d'épicerie, on sort des produits et on les vend après la DDM. Et c'était pas évident à faire parce que la loi vous l'autorise, mais les distributeurs ne le faisaient pas du tout. C'était pas du tout dans les mœurs. Et les clients ont eu beaucoup de mal. Et on a eu beaucoup de réclamations de nos clients en magasin qui disent ah votre produit est périmé. Attendez. D'abord vous l'avez acheté parce qu'il était hors DDM, d'accord, mais ce n'est pas une charte fraîcheur. D'accord, votre produit reste bon. Alors, il peut avoir changé, peut-être un peu plus sec pour un pain, etc., mais il reste consommable. Donc, et c'est une éducation. Et c'est vrai que des magasins, pour être très franc, des magasins ont freiné un peu ce projet parce qu'ils avaient très peur de se faire critiquer. Vous savez qu'on est évalué, nous, dans chaque magasin, on est évalué par nos clients. Et donc, ils avaient quelquefois des notes qui n'étaient pas très bonnes liées à ces rayons. Donc maintenant, pareil, hein, c'est la situation actuelle rend ces rayons plus attractifs. Hein, et encourage aussi nos magasins à positionner ces rayons un peu mieux dans le magasin. On a aussi, et après on a accumulé des projets. Alors je vous en montrer quelques-uns. Par exemple, on a vendu en 2016, on a vendu une marque qui s'appelle Tous Anti-Gaspi. Vous voyez, ça c'est un jus de pomme. Par exemple, ces pommes, le jus qui est dedans, ces pommes, en fait, ce sont les pommes que les producteurs de pommes laissent dans les arbres parce qu'en fait, ils n'ont pas d'intérêt particulier à les collecter. Économiquement, c'est plus cher d'aller chercher la pomme parce qu'il en reste une par-ci par-là. Vous voyez, dans un arbre, il en reste une par-ci par-là. Donc, en fait, on a une société ici, une société d'Alsace, qui va chercher ces pommes par-ci par-là et qui en fait des jus. Et on a comme ça on avait une gamme de 15 produits. Vous allez voir dans les prochaines semaines, on va relancer cette gamme de produits. Ce sont des produits qui sont moches ou qui sont hors standard. Donc, si je prends l'exemple du fromage, vous avez le deuxième produit qu'on a lancé, c'est un camembert qui normalement est un camembert AOP, mais qui n'a pas le bon poids. Il n'a pas le bon poids. Donc, comme il n'a pas le bon poids, il ne peut pas être vendu comme camembert AOP. Donc, en fait, il est qu'on appelle déclassé. Ben, nous, on le vend. On le vend à moins 20%. Et on le vend sous une marque qui s'appelle Tous Anti-Gaspi. Et on a pareil, on a des tranches de pain de mie qui sont mal découpées, on a du jambon mal découpé. En ce moment, il y a une star, enfin depuis 4 ans, un des produits qui fonctionne très bien, c'est la viande de grison. Vous voyez, la viande de grison, quand vous coupez, ce sont des belles tranches bien fines. Mais vous imaginez qu'il y a les entames, vous imaginez qu'il y a plein de découpes, etc. Ben ça, nous, on les vend. Et on les vend à moins 30. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment les différentes opérations qu'on a pu mener. Une dernière opération en date, c'est que sur les œufs, vous voyez les œufs comme ça, si j'ai un œuf cassé à l'intérieur, eh ben, je dois tout jeter. D'accord ? L'œuf a pu contaminer, etc. Je dois jeter. Ça fait 3,5 milliards d'œufs chez Carrefour. Donc, vous imaginez que c'est fragile. Quelquefois, les clients les prennent, en font tomber un, etc., etc. Donc, en fait, voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre ces boîtes, on allait sortir chacun de ces œufs, on allait les mettre en vrac. Et le consommateur, ben, lui, il pourrait les remettre dans une boîte. Et nous, on vend 50 centimes les 6. 50 centimes les 6, hein, sachez que le prix est à 1,50.
Donc on a une réduction de 75%, je sais pas, 60%. Et ça marche très très bien. Tous les matins, de 9h tous les matins à 9h30, vous n'avez plus aucune chance de trouver un œuf. Juste une question qui est revenue 2 fois, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire des hypermarchés moins grands pour avoir moins de références qui pourraient, avec cet effet d'offre, inciter à acheter beaucoup de choses et puis qui permettrait finalement de gérer plus facilement les produits en magasin? Donc, c'est un peu le mouvement qui se fait, mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup de références n'incite pas à plus de gaspillage? Non, pas du tout. Nous, on a des hypermarchés, des supermarchés, des petits magasins. La mesure que l'on a de la mesure, la plus faible, c'est en hypermarché. Hein, c'est l'hypermarché qui a le pourcentage le plus faible de démarques. Alors après, en volume, c'est plus important parce que ce sont très grands, mais la démarque importante, elle est dans les petits magasins. Ouais. C'est les petits magasins pour lesquels c'est plus difficile de ne pas avoir d'invendu. Parce qu'ils ont un achat, ils ont plus d'achats d'opportunités, ils ont des consommateurs qui sont des consommateurs de passage, ils ont du mal à prévoir. Un hypermarché, vous voyez, un hypermarché, par exemple, il y a 15 jours, on avait une grosse opération de fraises c'était un samedi. Et puis à 13h, le temps tourne, le soleil nous quitte, le temps devient plus frais, etc., etc. Là, nos équipes sont alertées tout de suite. Elles savent qu'elles vont vendre moins de fraises parce que vous, en tant que client, si dehors il pleut, vous n'achèterez pas nos fraises. Et donc là, en fait, ils alertent. À 13h30, 14h, ils font un moins 30 sur les fraises et à 17h, ils n'ont plus de fraises. Mais s'ils n'avaient pas fait le moins 30, ils auraient encore les fraises sur les bras. Ouais. Donc pareil pour les poulets rôtis, quand vous avez un temps à pique-nique, etc. Vous voyez à peu près, vous commandez des poulets dès le mercredi, vous voyez que le samedi il va y avoir un temps à pique-nique, vous dites que vous allez faire des poulets rôtis, et puis si en fin de compte le temps change, vous allez faire un moins 30, vous allez faire un moins 40, vous allez pousser. C'est très différent. En hypermarché, on va réussir à pousser les produits quand on voit qu'on va arriver à la casse, alors que dans les plus petites surfaces, ça va être plus compliqué. Alors pour aller dans ce sens, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de promotions, du par 4, par 5, alors c'est ce que la loi Egalim a réglementé, ça incite pas à avoir plus de gaspillage et en fait, ces produits qui sont jetés déjà emballés par les consommateurs? Alors, vous parlez du par 4, par 5, enfin, là, c'est une question écrite, c'est ça? Ça va dépendre. C'est une question sur les promotions. Est-ce que le fait de faire beaucoup de promotions n'incite pas à gaspiller? Parce que les gens achètent et finalement, ils jettent. On sait qu'il y a une partie de produits qui sont tout emballés, qui sont jetés. Donc ça, j'entends souvent, Ouais. Mais alors d'abord, les clients promophiles, par exemple, les clients, si vous achetez, si les produits sont des produits non alimentaires, parce qu'il y a beaucoup de promotions, si vous regardez, vous rentrez dans un magasin, dans un hypermarché, pour ceux qui vont en hypermarché, vous rentrez, vous avez l'allée centrale de promotion, et vous regardez l'ensemble des produits qui sont présentés, et vous allez voir, vous avez quand même très peu de produits frais. D'accord, c'est pas vrai. C'est pas vrai que vous avez des produits frais. Hein. Vous voyez bien quelques réfrigérateurs un petit peu à droite, à l'entrée à droite. Donc généralement, on a du fromage à ce endroit-là, avec du fromage qui peut être en promotion, etc., etc. On peut avoir aussi quelquefois des opérations sur du canard, etc., sur des opérations promotionnelles. Mais c'est pas vrai que la promotion génère du gaspillage. C'est un peu dans l'inconscient collectif. Ce qui va générer du gaspillage, c'est peut-être de ne pas savoir comment le cuisiner, de l'oublier dans le réfrigérateur. Vous savez, quelqu'un qui achète une caissette de côte de porc, elle sait ce qu'elle va en faire. Elle va pas se dire, bah tiens, j'en manger 3, puis les 3, je les mettrai après. C'est qu'elle les met au congélateur, etc. Je pense que l'aspect promotionnel génère un autre problème chez nous, c'est qu'il génère le stock à la maison. Hein, il génère du stock à la maison. Ça veut dire que les côtes de porc qui sont au congèle, il faut qu'un jour les personnes les mangent. Ou si vous avez acheté 10 shampoings parce que c'était 9 shampoings achetés, un gratuit, vous allez les consommer. Vous allez les consommer, les produits. Je pense pas que ce soit ça vraiment le souci. Le sujet du gaspillage alimentaire, c'est vraiment de réussir à battre un peu la notion de date et puis à faire comprendre qu'un produit, vous voyez, un client, assez machinalement, quand il va choisir un yaourt, même s'il a envie de le manger le soir même, hein, il fait ses courses le samedi, il a envie de les manger le samedi soir, par exemple, et ben, il va acheter la date la plus lointaine. Essayez dans un magasin, si vous voyez un salarié, vous leur dites, bah, écoutez, quelle est la date la plus courte? Le gars, il va vous regarder avec des yeux, hein? Il va dire, attendez, tous les clients achètent les dates les plus lointaines. Vous lui dites, oui, mais moi, je veux le manger aujourd'hui. Ah ben, il va vous dire, ah ouais, ben, c'est la première fois que je vois un client comme vous.
D'accord? Je le teste, c'est amusant parce que c'est vrai que c'est comme ça. Donc en fait, nous, consommateurs, on va chercher la date la plus lointaine parce que dans notre tête, on se dit que c'est frais. D'accord? Et alors qu'on va le consommer aujourd'hui. Ça, c'est le gros. C'est pas la peine d'essayer de trouver d'autres responsabilités, etc., etc. C'est ça le gros sujet. Donc c'est ça à nous de travailler, c'est à nous de le proposer, c'est à nous de. C'est ces produits à date courte que l'on arrive à vendre en disant voilà, c'est pas des produits, voilà, c'est des produits consommez tout de suite. Achetez, c'est moins cher et vous consommez tout de suite. En fait, c'est cette dynamique-là qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Vous voyez, par exemple, qu'on a lancé un autre exemple, on a lancé des paniers qu'on appelle des paniers zéro gaspille. Alors, vous connaissez le panier Too Good To Go hein, qui s'achète en digital hors du magasin. Donc, le client vient dans le magasin chercher des paniers, des produits à date courte. Hein, et ça marche très bien. Hein. Je crois que Sarah, nous, on a vendu 5 millions de paniers, etc. Ça fonctionne très, très bien. Et après, pour les clients du magasin qui sont déjà dans le magasin, on a des paniers dans lesquels on vend cette fois-ci des fruits et légumes qu'on n'a pas réussi à vendre dans la journée. Vous voyez, l'aubergine, vous voyez, c'est typiquement la banane. La banane, vous voyez bien en train de sélectionner les bananes dans le magasin. Vous regardez vos bananes. Oh, vous avez une main de banane. Vous voyez, une main, 5. Et puis, il y en a une qui est un peu griffée, quoi. Donc, vous l'enlevez parce qu'elle ne vous plaît pas. Ah oui, elle ne vous plaît pas. Mais, désolé, hein. Désolé, elle est un peu griffée, etc. Donc, en fait, vous la laissez. Et cette banane, elle sera appelée la banane célibataire. Ça veut dire qu'elle va rester seule. Elle va rester seule dans le rayon. Et ça peut être jusqu'à 8% de nos bananes. Hein, et cette banane, il faut lui trouver une solution. Hein. Il faut réussir à la vendre, il faut réussir à la marier à d'autres, etc. Il faut réussir. Donc, souvent, on les met dans nos boîtes zéro gaspille. Et là, le client achète à prix rond, à 3 €. Il achète une boîte complète de fruits et légumes. Ça marche très bien. On en vend 100 000 par mois. Alors, on a vendu près d'1,5 million maintenant. Donc, vous voyez, c'est exactement le genre de choses sur lesquelles il faut réussir à emmener le consommateur. D'accord. Il y avait juste une question qui va dans ce sens. Vous faites ça revient à faire des opérations fruits moches, quoi, en fait. Hein. Fruits et légumes moches. Est-ce que vous allez aussi acheter des produits qui ont des formes un peu bizarres et vous faites des lots comme ça? Les fruits moches. Alors, là, ce sont des fruits et légumes de notre magasin qu'on a achetés au standard et qu'on n'a pas réussi à vendre dans la journée parce qu'en effet, ils étaient considérés moches par nos clients. OK? Ensuite, il y a une autre chose qui est de spécifier au producteur, de dire voilà, monsieur le producteur, moi je voudrais des fruits moches. Non, ça vous pouvez pas faire. Parce qu'en fait, le producteur, lui, il a une réglementation qui lui impose de faire des fruits au standard. Hein, une pomme, selon sa taille, elle va pas être au même prix, donc elle doit respecter un standard, etc. etc. Par contre, de dire à un fournisseur, bon, monsieur le fournisseur, vous avez plein de pommes, moi je vous achète toutes vos pommes, plus même celles qui sont moches. Et même celles qui sont moches, je les vends. Vous allez voir, ça va, on le fait et on va essayer d'amplifier un peu le phénomène. D'accord. Mais surtout, pour respecter le travail des producteurs, pour respecter leur niveau de vente, etc., le fait qu'eux doivent en vivre aussi, on va bien sûr tout faire pour que le produit beau qu'il est fait, avec amour, il soit vendu. Vous voyez ce que je veux dire? La complexité, c'est dans la situation actuelle, vous pouvez pas vous dire que vous allez vendre. Vous savez, l'estomac, il est fini. Tous ceux qui pensent que non, on peut vendre plus. Vous pouvez vendre plus. Vous faites de promos, plus vous allez vendre plus. Non, il y a une part d'estomac. Les gens peuvent pas manger plus. Vous êtes déjà allé au restaurant, vous êtes obligé de finir. Hein. Donc en fait, si vous vendez 4 tomates moches, vous vendrez peut-être pas 4 tomates belles. C'est ce qu'il faut se dire quand même. Hein. Donc, si vous avez prévu salade tomate mozzarella, vous n'allez pas me dire que vous allez acheter 2 fois plus de tomates parce que vous en avez des moches. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est une illusion PowerPoint. Donc, il faut réussir à être dans la vraie vie et puis à accompagner le producteur. Et je trouve que c'est normal qu'une tomate, si elle est moche et mangeable, on puisse la vendre moins cher. D'accord? Ou un concombre. Vous savez, un concombre, par exemple, s'il est tordu, on le vend moins cher parce que les clients n'en veulent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à l'éplucher exactement, etc., etc. C'est un peu galère à éplucher, en présentation, ils n'en veulent pas, donc on le vend moins cher, c'est vrai. Mais par contre, il est vrai qu'avec une tomate moche, il y a quand même toute une filière qui existe, hein, les tomates, sauce tomate, il y a plein d'autres filières qui existent, industrielles. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de fruits, quand vous regardez, ni fruits ni légumes, qui n'ont pas une filière industrielle. Hein. Ok, merci beaucoup Bertrand. Il y avait une question, mais on va passer la parole à Katia, de quelqu'un qui demandait si on avait le droit de servir ou de réutiliser des produits de boulangerie pour faire d'autres produits. Et c'est en effet ce qu'a mis en place
Katia Terdy avec sa biscuiterie Andy Gaspi et je propose qu'elle nous présente. Juste pour dire ça, vous savez, depuis très longtemps, les boulangers font des croissants aux amandes. C'est délicieux les croissants aux amandes, mais c'est bien des croissants de la veille. Ok, ben voilà, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. En fait, Bertrand va être obligé de partir à midi, donc on ne l'aura pas sur la table ronde. C'est pour ça qu'on a élargi les questions avec lui. Merci beaucoup, Bertrand. On passe la parole à Katia. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je vais vous parler d'un ingrédient clé qui est le pain et comment on a réussi à mettre en place une filière de valorisation à destination de l'alimentation humaine sur cet ingrédient qui fait notre renommée à l'international et qui fait le succès de la France avec ce petit béret et cette baguette sous le bras. Donc, nous, on s'est attaqué à cet invendu-là. Alors, je ne vois pas la présentation pour l'instant. Alors, hop. Tac. Super. Alors. Donc, notre projet, il est né de 2 constats. Donc, le constat environnemental, on en a parlé. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire en France, c'est 10 millions de tonnes. Et je ne reviendrai pas dessus parce qu'ils ont déjà été précisés par Sarah. Mais parmi ces 10 millions de tonnes, il y a 50 000 tonnes de pain qui sont gaspillées rien que chez les boulangers. Donc, je ne parle même pas du pain qu'on jette nous à la maison. Et il y a des études qui sont parues récemment qui montrent que c'est l'ingrédient qu'on jette le plus à la maison. Mais chez les boulangers, il y a 50 000 tonnes de pain chaque année qui sont perdues. Et ces 50 000 tonnes, ça représente 200 millions de baguettes qui aujourd'hui sont gaspillées et qui ne sont pas valorisées. Donc ça, c'est le premier constat, c'est notre constat environnemental. Et à côté de ça, on est parti d'un constat social qui est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale et qu'en parallèle, les structures du handicap, donc les structures qu'on appelle du secteur adapté et protégé comme les ESAT, qui ont été créées pour accompagner vers l'emploi des personnes en situation de handicap, peinent à trouver de nouvelles activités durables et épanouissantes pour leurs bénéficiaires et pour les travailleurs. Donc nous, en partant de ces 2 constats, on a voulu créer notre propre projet et montrer qu'on pouvait imaginer des choses différentes et beaucoup plus circulaires et solidaires que ce qu'on connaît. Donc, je vais attendre la slide suivante. Donc nous, derrière ce projet, on est 3. Donc c'est Alix, Louise, mes 2 associés et moi. Donc nous, face à ces 2 constats, on a décidé d'agir et on a voulu croquer les codes de l'industrie agroalimentaire. C'est ce qu'on dit et c'est notre ambition, pour montrer que d'autres modèles plus vertueux sont possibles. Donc, on est toutes les 3 ingénieurs agroalimentaires. On a toutes les 3 travaillé pour des PME ou grands groupes français. On s'est rendu compte de la réalité au quotidien du gaspillage et de la manière d'agir. Et on s'est dit qu'on pouvait imaginer des choses différemment, en tout cas prouver qu'à notre échelle, donc c'est une petite échelle à côté de celle de Carrefour et de Too Good To Go, mais qu'en tout cas, on pouvait imaginer les choses différemment et aller vers des schémas beaucoup plus vertueux. Voilà, donc notre projet, c'est la biscuiterie Andy Gaspi. Donc, on fabrique des biscuits bio avec ces 2 piliers, le handicap et l'anti-gaspi. Donc, le handicap parce que toutes nos recettes sont fabriquées, conditionnées et préparées par des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et anti-gaspi parce qu'aujourd'hui, on valorise des invendus et des coproduits alimentaires dans chacune de nos recettes. Et le premier ingrédient auquel on s'est attaqué, c'est le pain. Donc, on va le voir par la suite. On collecte les invendus de pain bio chez les boulangers locaux qu'on broie en chapelure. Et c'est cette chapelure qu'on utilise en guise de farine dans l'ensemble de nos recettes de biscuits, ce qui permet d'avoir un vrai impact écologique et aussi une croustillance unique qui est apportée par cette chapelure de pain et qui fait une vraie signature gustative à la dégustation. Donc, on s'est attaqué en premier au pain et on a vraiment cette clé d'entrée sur cette démarche liée à l'univers de la boulangerie et à comment on peut aider les boulangers avec leurs invendus chaque soir. En parallèle du pain, on travaille sur d'autres coproduits et d'autres invendus pour aller toujours plus loin dans notre démarche d'upcycling. Donc, en français, on appelle ça le surcyclage. Ce n'est pas très répandu, mais en tout cas, voilà, l'équivalent de l'upcycling, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment de voir sur le territoire et surtout sur notre territoire, qui est le territoire du Grand Ouest. Nous, on est implanté à Nantes. Quels sont les invendus et les coproduits alimentaires bio qui restent sur les bras, soit des distributeurs, soit des fabricants, pour voir comment nous, on peut les intégrer dans nos recettes. Et donc, mon associée qui est sur la partie R&D, elle fait des tests sur différents types de produits. Donc, par exemple, en ce moment, elle teste les drèches de bière qui sont issues de la fabrication de la bière et qui restent chez les brasseurs. Donc, pour 1000 litres de bière, il y a 300 kilos de drèches. Donc, c'est des céréales qui sont utilisées, qui ont encore des apports nutritifs, mais qui sont imbibées. Donc, il faut savoir les travailler vite et savoir les transformer tôt pour pouvoir éviter tout risque microbien. On a aussi une huile de coco qui reste sur les bras d'un fabricant parce qu'elle n'est pas tout à fait conforme à son cahier des charges, mais pour autant, elle est vraiment propre à la consommation et utilisable. Donc, notre prochaine recette du biscuit sera une recette végane
avec cette huile de coco qui remplace nos matières grasses actuelles. On fait aussi des essais sur le marc de pomme parce que dans notre région, on a beaucoup de fabricants de jus de pommes et de cidre qui ont ce marc de pomme bio sur les bras après la fabrication. Et il y a aussi les poudres de noix et de noisettes, donc on appelle les tourteaux, qui sont obtenus après la fabrication des huiles. Donc c'est finalement les noix et noisettes déshuilées. C'est une matière assez dure qui aujourd'hui est au mieux donnée au bétail, au pire jetée. Nous, on s'est rendu compte que ça apportait une super aromatisation à nos biscuits et avoir ce petit goût noisette avec nos pépites de chocolat, ça fonctionne super bien en plus d'avoir un vrai impact écologique. Donc voilà, le but, c'est d'intégrer tous ces ingrédients au fur et à mesure des recettes et de venir compléter notre démarche sur le pain avec d'autres ingrédients sauvés. Donc sur la partie sociale, on a vraiment une démarche qui a placé l'inclusion au cœur du projet et on a vraiment imaginé le projet avec cette clé d'entrée du handicap pour vraiment que tout le process et toute la démarche soit adaptée et soit pensée pour ça. Donc, on a installé notre biscuiterie au sein même d'un ESAT. Donc, un ESAT, c'est un établissement et service d'accompagnement par le travail. Donc, c'est une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap plutôt mentale et psychique vers de nouvelles compétences métiers et vers un emploi. Et on s'est rendu compte que si on était dans un local éloigné de l'ESAT, ou en tout cas en dehors de l'ESAT, et qu'on voulait impliquer les travailleurs handicapés, finalement, ça faisait une sélection parce que ça pouvait impliquer que les plus autonomes, que ceux qui étaient en mesure de se déplacer et de venir sur la biscuiterie. Donc, finalement, on a installé la biscuiterie au sein même de l'ESAT. Comme ça, ils sont déjà tous sur place. On peut impliquer tous ceux qui ont envie de découvrir ce nouveau projet. Et on a pu former une équipe de 30 travailleurs en situation de handicap sur l'activité. Et ils sont vraiment impliqués sur toute la chaîne de valeur, la fabrication, le conditionnement, la préparation de commandes et la livraison pour les clients qui sont situés localement. Donc, on fait ça en binôme avec les équipes qui sont présentes sur place parce que nous, on a l'expertise métier de l'agroalimentaire avec mes associés, mais on n'a pas du tout la légitimité d'aller sur le champ du handicap. Donc, c'est vraiment un projet qui est fait en binôme avec les équipes de moniteurs, d'assistantes sociales, de psy, qui, elles, sont sur place pour la partie médico-sociale. Et nous, on les forme, on les accompagne sur comment créer une petite industrie agroalimentaire, donc comment respecter des normes d'hygiène et de qualité, comment peser des ingrédients, comment mélanger ces ingrédients, en faire des biscuits, vérifier la température du four, vérifier les matières premières à réception. Enfin, voilà, ils sont vraiment formés sur toutes les activités d'une industrie agroalimentaire classique. Et bien sûr, les machines qu'on a choisies pour cette fabrication sont liées à leur handicap, donc surtout en termes de bruit. Et il fallait que ce soit des choses qui évitent toute nuisance sonore ou visuelle. Donc voilà, on a choisi les machines avec les équipes d'encadrants. On a bien sûr un niveau de dangerosité de nos machines qui est limité, mais bon, ça, c'est maintenant présent dans toutes les industries agro, adaptées ou pas. Et on a aussi adapté tous les process qualité et les process de fabrication avec des codes visuels pour que les travailleurs qui ne sachent pas lire puissent comprendre et puissent peser les bons ingrédients, préparer les bons colis. Enfin, voilà, tout est très visuel avec des codes couleurs, avec des photos pour que chacun puisse s'épanouir dans cette activité, quel que soit son niveau d'autonomie et son handicap. Donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des petits biscuits au maxi impact. Donc, nos petits biscuits ressemblent à ça. Je ne sais pas si vous me voyez en parallèle de la présentation. Mais en tout cas, on a aujourd'hui un vrai impact social et environnemental avec notre démarche. Quand la biscuiterie tournera à plein régime, on pourra sauver 30 tonnes de pain vendu chaque année, ce qui représente 120 000 baguettes. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que derrière nos baguettes de pain, il y a un vrai gaspillage d'eau qui est induit parce qu'aujourd'hui, pour fabriquer une baguette de pain, il faut l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau. Entre la culture du blé, sa transformation en farine, l'utilisation de la farine dans le process de fabrication du pain, finalement, qui sauve un pain, sauve un bain. Et en sauvant 30 tonnes de pain, c'est 39 000 mètres cubes d'eau qui vont être économisés chaque année. Et en parallèle, on a aussi l'impact social, qui est cette implication de 30 travailleurs en situation de handicap sur l'activité. Et ça, donc, je parle des chiffres sur un seul et même atelier. Et on verra qu'ensuite, nos perspectives sont de déployer le modèle sur d'autres territoires. Donc, plus on réussira à déployer, plus ces chiffres vont bien sûr augmenter. Et on a aussi tous les engagements qui sont liés à un bon produit agroalimentaire. Donc, sur la qualité, on apporte beaucoup d'attention et de soins dans la sélection de nos ingrédients, dans le travail des recettes. On passe plusieurs mois à développer chacune des recettes pour être sûr que ça sera bon pour la société, bon pour la planète, mais surtout bon pour les papilles, parce qu'il faut qu'avant tout, les gens se fassent plaisir. C'est un produit gourmand, on est dans l'univers du biscuit, donc ce que les gens cherchent, c'est à se faire plaisir. Et ok, ils font des bonnes actions, mais derrière, s'ils ont juste l'impression de faire des bonnes actions, mais qu'ils prennent aucun plaisir avec nos recettes, on n'aura pas gagné notre combat. Donc voilà, il faut avant tout que les gens rentrent par ce côté gourmandise.
Et en plus, on est sur un schéma de fabrication semi-industriel qui nous permet d'avoir vraiment un rendu artisanal et d'avoir des choses qui sont… voilà, qui permet d'avoir un rendement assez intéressant parce qu'on a quand même quelques petites machines et c'est un rendu très artisanal et une approche très humaine. On a aussi un engagement sur la variété. Aujourd'hui, avec l'équipement qu'on a, on peut faire du sucré, du salé, on peut faire varier les formes et les formats, on peut faire de l'emballé et du vrac, et ce qui nous permet de vraiment répondre à un cahier des charges clients et consommateurs assez varié et de nous adapter aux nouvelles tendances de consommation. On est sur du 100% bio, donc toute la démarche de la biscuiterie est basée sur l'agriculture biologique. Et on a vraiment fait le choix d'un approvisionnement local et équitable. Donc, tout ce qu'on peut trouver autour de nous, on le prend ici. Donc, nous, on est à Nantes. Donc, bien sûr, nos invendus sont nantais et c'est des boulangers nantais qui nous mettent de côté leurs invendus bio. Nos farines, parce qu'on met quand même un peu de farine en plus du pain, viennent de Loire-Atlantique. Notre sel vient de Guérande. Nos beurres et nos œufs viennent de Bretagne. Notre sucre est français. Et tout ce qu'on ne trouve pas en France, ils sont issus de filières équitables, et notamment le chocolat qui est présent dans la majorité de Nord-7, c'est des filières équitables et bio. Et sur nos autres partenaires, pour juste finir l'aspect local et équitable, sur tout le choix de nos partenaires, on a vraiment cette démarche de prendre des partenaires locaux. Donc, nos emballages sont imprimés à 15 km de la biscuiterie. Nos partenaires graphistes, mentors, réseaux sont tous implantés localement. Donc, on a pour ambition, on essaye de le faire au quotidien, mais pour ambition de créer vraiment un écosystème à l'échelle d'un territoire. Et donc, voilà à quoi ressemblent nos produits. Donc, la biscuiterie Andy Gaspi vend ses produits sous la marque Quignon pour vraiment faire un petit clin d'œil au quignon de pain qu'on sauve à travers la démarche, qu'on a twisté avec un K pour à la fois le rendre plus moderne, mais aussi assumer notre ancrage breton en étant à Nantes. Donc, voilà à quoi ressemble la gamme aujourd'hui. Donc, on a commencé par une gamme sucrée que vous avez ici. Donc, on a 5 recettes. On a 2 recettes classiques, le chocolat noisette et le tout chocolat. On a 2 recettes fruitées, le citron amande et le chocolat orange. Et on a une recette bretonne qui est la galette bretonne sarrasin. C'est la locale de l'étape. Voilà, donc, on a cette gamme disponible à la fois en vrac et en emballé. Et sur la partie emballage, je fais une petite parenthèse parce que cette démarche d'économie circulaire, on l'applique aussi à nos emballages. Jusqu'à présent, nos vracs étaient dans des cartons de 4 kg avec des sachets plastiques à l'intérieur qui étaient du coup des emballages à usage unique. Depuis la semaine dernière, on a remplacé ces sacs-là par des seaux revalorisés qu'on récupère dans les cantines. En fait, les cantines des collèges et lycées se font livrer les fromages blancs, les yaourts, les mayonnaises dans des gros seaux. Nous, on récupère ces seaux. On les lave, bien sûr, en respectant toutes les normes d'hygiène et de qualité, et on les réutilise. Du coup, on conditionne nos biscuits dedans pour vraiment pas recréer de l'emballage et recréer du plastique, mais utiliser ce qui a déjà été fabriqué. Et sur nos formats emballés, on est parti sur donc on a une boîte carton recyclable, et à l'intérieur, on a un sachet en fibre de bois compostable. Donc, on n'a aucun plastique sur nos emballages. Voilà. Bravo. De recréer du déchet avec cette démarche zéro déchet. Merci beaucoup, Katia. Je crois qu'il y a une suite normalement. Ah oui. Ouais. Et juste pour les perspectives et le point de ce qu'on a. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous présenter la marque et la manière dont on essaye de prendre la parole sur le handicap et sur l'anti-gaspi auprès du grand public à travers notre démarche. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser, faire évoluer les mentalités et les pratiques à travers ce petit biscuit qui est gourmand, qui est familial, qui peut aussi bien être mangé par les enfants que par les adultes. Donc voilà, sur nos packaging, on explique vraiment les 3 aspects de notre démarche, le côté inclusif, anti-gaspi et délicieux. Et, voilà, et du coup, au dos du pack, on explique vraiment bon pour la planète, bon pour la société et bon pour vous. Et on essaye de vulgariser notre démarche et d'impliquer tout le monde dans cette approche-là. Voilà. Donc, quelques dates pour vous expliquer où on en est et ce qu'on a réussi à sauver jusqu'à présent. Donc, on a commencé, nous, l'activité assez récemment. À l'automne dernier, nos premiers biscuits sont sortis du four. Donc, on était dans un local provisoire à Nantes avec des équipes de travailleurs qui venaient sur place. C'était le temps que notre biscuiterie soit installée. On a démarré la commercialisation en test, en local et en vrac à l'automne dernier. Et on est installé dans notre vraie biscuiterie depuis mars. Donc là, ça y est, on est dans la biscuiterie, notre possibilité, notre cadence qui peut accélérer. Ça a coupé, Katia. Je pense qu'il y a un petit problème de réseau de votre côté. Bon. Il faut peut-être couper la caméra.
vous entend de façon hachée. Bon, sur le contenu, tout le monde, il y a des justes bravo pour votre initiative. Et puis, on a quelques questions à vous poser. Mais si on ne vous retrouve pas, on va lancer la table ronde. Voilà. Je propose qu'on lance la table ronde et on vous posera des questions, Katia. Donc, on va accueillir pour cette table ronde, bien sûr, Sarah va rester avec nous, Katia va rester avec nous, et puis on va accueillir les membres du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food, donc notamment Daniel Thomé, qui est le président, Yvette Soustre, et je pense qu'il y avait Philippe Legrand aussi, si on peut le faire monter sur scène. Notamment, il y avait des questions pour Katia que pourrait poser Philippe sur les questions de nutrition. Est-ce que vous êtes accompagné par des nutritionnistes, Katia? Et puis d'autres questions, Katia, qui sont sur la partie de l'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez élargir à autre chose que du bio si jamais vous n'avez pas assez de fournisseurs de boulangers dans la région? Comme Katia, on va attendre qu'elle revienne. On va lancer le débat et échanger avec Sarah sur Too Good To Go. Et comme elle a une vision très, très large de tout le gaspillage alimentaire, on va reprendre un petit peu ces sujets. Moi, j'avais une question pour lancer le débat, Sarah. C'est sur les objectifs de diminuer de 50% le gaspillage alimentaire. Je sais que l'ADEME suit avec un indicateur. 2025, c'est dans 3 ans. Est-ce que on a des choses factuelles pour dire que oui, ça diminue vraiment avec toutes ces mesures, distribution, mais aussi restauration hors foyer? Il y a les doggy bags qui font qu'on jette un peu moins. Est-ce qu'il y a des choses factuelles? C'est une très bonne question. J'avais eu un call avec l'ADEME il y a 6 mois à peu près, justement, pour un peu dire, voilà, là, on est quand même pas si loin de 2025. Est-ce qu'on peut un peu faire un point là-dessus pour orienter potentiellement les actions? Malheureusement, du coup, l'ADEME n'a pas été en mesure de refaire une étude pour vraiment mesurer concrètement les résultats. Donc, la réponse est non, je n'ai pas l'information. Après, du coup, c'était plus une tendance où du coup, on partageait, et je pense que je suis assez d'accord, qu'en fait, on pense qu'avec toutes les actions, le focus, tous les acteurs nouveaux qui existent en France, parce qu'il y a aussi, en dehors de l'écosystème industriel et distributeur, il y a tout un écosystème de startups qui ont lancé des projets en plus de Too Good To Go. Donc, il y a vraiment un focus et un engouement quand même pour le sujet qui fait qu'on pense que l'atteinte de 25 à 30% a été faite ou est en train d'être faite. Et on pense quand même qu'il y a toujours en fait un écart qui fait que les 20% restants sont compliqués à aller chercher. Donc aujourd'hui, c'est du coup non satisfaisant. Mais disons que voilà, la deuxième partie est plus dure à aller chercher parce que ça va toucher beaucoup d'autres sujets, des chaînes de froid, des changements de législation, etc., sur lesquels aujourd'hui on n'a pas forcément d'action. Voilà, donc c'est un peu la réponse. Je n'ai pas le chiffre concret. Aligné avec l'ADEME, c'est un peu de dire plus de la moitié de l'exercice, oui, l'autre partie étant beaucoup plus compliquée. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à Yvette qui avait des questions pour Katia. Alors, désolée, tout le bureau a sauté. Donc là, c'est bon, je vous vois et je vous entends. Donc, désolée, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Bonjour Yvette. Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais plusieurs questions pour Katia. Pourquoi un petit peu s'arrêter au bio et pas aller un petit peu plus loin avec d'autres produits qui ne sont pas bio? Et puis également, une autre question, c'est vraiment super ce que vous faites. Et est-ce que vous avez réussi à exporter un peu soit vos idées hors de la région nantaise? Et peut-être pour finir, la dernière question, est-ce que vous avez un comparatif de prix entre votre produit et un produit à peu près équivalent dans le commerce pour avoir une idée de différence de prix? Merci. Merci pour vos questions. Donc, la première question, c'était pourquoi le bio? En fait, malheureusement, on s'est rendu compte que même sur la filière bio, il y avait énormément d'invendus. Donc, on sait que sur la filière conventionnelle, il y en a encore plus, mais rien qu'en s'attaquant à la filière bio, on est loin d'aller
capter tous les invendus de pain qu'on a sur notre territoire. Donc, on va déjà faire l'exercice avec le bio, puis après, on verra dans les perspectives de développement comment ça évolue. Mais voilà, rien que cette filière-là est malheureusement massivement touchée par le gaspillage. Sur le fait d'exporter notre concept, c'est vraiment l'objectif, et c'était l'objet de ma dernière slide, c'est vraiment, nous, l'idée de relocaliser les systèmes alimentaires et d'avoir à chaque fois une approche locale, et où qu'on soit, qu'on ait vraiment cette promesse du bio local et anti-gaspi. Donc, le concept qu'on est en train de tester à l'échelle du territoire du Grand Ouest, on aimerait vraiment qu'il fasse des petits assez vite sur d'autres territoires, avec à chaque fois la même démarche de s'approvisionner localement dans les invendus, de s'implanter dans une structure du handicap locale et de commercialiser en circuit court dans une zone, alors ça ne sera pas à l'échelle d'une ville, mais plutôt à l'échelle d'une région, pour qu'on ait vraiment des petits systèmes locaux, qu'on puisse répondre à des demandes nationales, parce que l'objectif, c'est derrière qu'on ait vraiment des circuits de distribution et de commercialisation qui soient nombreux et qui soient viables. Donc, c'est de répondre à des demandes nationales d'enseignes, mais le faire à travers un maillage d'ateliers locaux pour vraiment rester sur cette démarche du local, où qu'on soit en France, et qu'on puisse assurer cette promesse. Donc, aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on fabrique à Nantes, ça part un peu partout en France, mais assez vite, on espère pouvoir le reterritorialiser. Et enfin, sur le prix, donc aujourd'hui, on est commercialisé en réseau bio et réseau vrac. Donc, les prix sont déjà un peu au-dessus par rapport à la grande distrie, et notre marque a été développée pour les réseaux bio, donc l'échelle de prix n'est pas forcément la même. Mais nous, aujourd'hui, le prix de vente recommandé en magasin est à moins de 4 €. Donc, on est à entre 3,85 et 3,95 en fonction des enseignes. Le paquet de 250 grammes, donc c'est environ 10 biscuits. Bon, là-dedans, il y a la marge de l'enseigne qui n'est pas négligeable, et il y a nous, ce qui permet de faire tourner la biscuiterie et de pérenniser le modèle. Voilà, on se situe en prix. Donc, par rapport aux biscuits industriels, vraiment très industriels de la filière bio, on est un peu au-dessus, mais on reste bien moins cher que les biscuits artisans qui jouent vraiment la carte du local et qu'on peut trouver dans ce type de magasin. Merci beaucoup, Katia. Est-ce que Daniel ou Philippe, vous aviez des questions à poser? Daniel, peut-être que les micros, donc… Oui, voilà. Oui, merci Daniel. Je réintervienne. C'est-à-dire, je voulais poser la question sur le lien, en fait, entre Sarah et Katia, quoi. Est-ce que vous êtes mutuellement au courant des activités des deux structures, et est-ce que vous auriez des projets, travailler ensemble, est-ce qu'il y a des choses à faire? Peut-être que je peux commencer, Katia, et je vous laisserai continuer. Donc, évidemment, nous, c'est ce qu'on disait, en fait, on valorise en tout cas un écosystème global d'acteurs, et donc on est toujours friand de découvrir des initiatives partout, et en vrai, le projet est canon, et bravo, Katia. Aujourd'hui, on va dire que Too Good To Go, c'est principalement axé sur le consommateur et la distribution. Donc, quand on voyait un peu la chaîne de producteurs, transformation, distribution et consommation, on est allé sur les deux derniers piliers. Et du coup, à ce titre-là, on se concentre beaucoup sur l'éducation du consommateur, donc à travers des réseaux sociaux, des publications, un projet qu'on a en ce moment avec des écoles pour développer des programmes anti-gaspi, et du coup sur la distribution, donc à la fois les commerces de proximité, les supermarchés, les restaurants qui sont directement en contact pour apporter une solution concrète. Donc nous, aujourd'hui, on a principalement axé là-dessus, Too Good To Go, en disant en fait le problème du gaspillage est tellement large que de toute façon il faut qu'on soit une multitude d'acteurs pour y répondre. Et donc nous, aujourd'hui, notre réponse, c'est l'application et c'est le mouvement à travers des initiatives. Mais on a comme ambition en fait aussi de remonter la chaîne. Et donc en fait, aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas de lien direct du coup par exemple entre les deux initiatives. Mais on rêve toujours d'un monde sans gaspillage alimentaire, où potentiellement on réfléchirait en filière, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on ne fait pas. Et de vraiment de se dire typiquement sur la filière boulangerie ou sur la filière fruits et légumes, comment en fait on peut réunir les acteurs pour être vraiment sur une démarche complémentaire. Donc ça, c'est un peu nous la vision qu'on aurait, mais qu'on n'a pas développée et qui pourrait du coup faire travailler plus des acteurs de filière ensemble. Donc aujourd'hui, on n'en a pas, même si on valorise, et qu'évidemment, si on entend des choses, en tout cas, on est ravis de mettre en relation des acteurs. Aujourd'hui, on n'est pas directement connectés. Et Katia, je vous laisse compléter.
Non, en effet, donc on n'était pas directement connectés, donc je suis enchantée de rencontrer Sarah pour la première fois. Bien sûr, on connaît Too Good To Go parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Too Good To Go, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec les équipes. Après, nous, on est convaincus que plus on sera nombreux à prendre la parole sur l'anti-gaspi, plus ça marchera et qu'il faut vraiment fédérer tous ces acteurs et avoir des prises de parole communes. Je pense que l'enjeu de sensibilisation, il est partagé par tous ces acteurs. Nous, on le fait à notre niveau, vous le faites à votre échelle, donc qui n'est aujourd'hui pas la même, mais je pense que si on arrive à avoir ces temps communs, ces prises de parole communes, on sera peut-être plus fort et plus impactant, parce qu'on ne s'adresse pas forcément au même type de consommateurs, au même type de distributeurs ou d'acteurs, en tout cas de l'écosystème de l'anti-gaspi. Donc, il y a peut-être des choses à imaginer. Et après, en effet, sur la partie filière, je pense qu'aujourd'hui, vous avez des boulangers qui sont impliqués dans votre schéma. Donc, il y a peut-être des choses à imaginer entre ces boulangers qui ont des invendus aujourd'hui, qui sont peut-être pas forcément tout avec la plateforme, voir comment on peut les greffer à notre filière de valorisation. Merci. Philippe, est-ce que tu as une question? Oui, mais je n'ai pas vraiment de question parce que c'est surtout un très beau sujet de durabilité et les exemples sont excellents parce que le produit est quand même le même, c'est-à-dire les avantages et d'éventuels inconvénients nutritionnels, c'est les mêmes. Donc, la seule question, mais elle est très théorique, c'est est-ce que le retraitement de cet anti-gaspillage pourrait servir comme vecteur de rajouter quelque chose qui manque à un sous-groupe de la population? Donc, c'est une question comme ça de débat, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif de ces entreprises-là. Et ça voudrait dire, est-ce que c'est un vecteur, comme une filière est un vecteur d'amélioration. Donc, je ne crois pas que ce soit quelque chose à exiger pour l'instant, mais ça peut être une question plus lointaine pour vous, peut-être de se dire, tiens, dans nos opérations de recyclage, je ne sais pas si j'emploie les bons mots, on pourra en profiter, mais je ne vais pas vous dire de mettre des oméga 3, parce que ça ne va pas tenir non plus dans le pain. Donc, voilà, donc je me sens très, très bon auditeur, mais pas spécialement questionneur, pour raison de peut-être hors sujet par rapport à mes compétences. C'était une question sur la nutrition, Katia. Il y en a eu plusieurs dans le fil, là, des questions. Est-ce que vous êtes accompagnée? J'ai compris que dans les fondatrices, il y en avait une d'entre vous qui avait ces compétences-là. Est-ce que ce volet-là est important pour vous? Alors, il est bien évidemment important. C'est pas la clé d'entrée. En fait, on voulait avoir des recettes saines dans le sens où il n'y a pas d'additifs, pas de conservateurs. On a des listes d'ingrédients assez simples. Au-delà du pain qui nous occupe 5 lignes de nos listes d'ingrédients, parce qu'on est obligé de mettre tous les ingrédients de tous les pains qu'on est susceptible de collecter. Le reste des ingrédients, c'est des ingrédients hyper simples qui sont ceux qu'on utilise nous-mêmes à la maison pour faire des bons biscuits, du beurre, des œufs, du sucre. Donc, c'est des belles listes d'ingrédients. Après, ça reste des biscuits gourmands. Donc, on a du beurre, du sucre et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on les trouve bons. Et en effet, on sait que c'est un axe de développement pour les prochaines recettes, d'être un peu mieux positionné en Nutri-Score. Vous verrez nulle part sur notre emballage le Nutri-Score. Il n'y est pas et on n'est pas très bien placé s'il fallait le mettre. Donc, on sait que ça fait partie des axes de développement. Il y a plusieurs demandes qui nous ont faites. Sur le vegan, on a eu beaucoup de demandes. Donc, c'est pour ça que la prochaine recette le sera. Et en plus, ça nous permet de valoriser des invendus. Donc, du coup, ça nous permet d'adresser plusieurs sujets. Mais on sait que sur les matières sucrantes, on peut faire des choses sur les matières grasses. Et on sait que l'Institut va nous accompagner sur cette démarche. Donc, on en est ravis. Et ajouter des graines, des amandes, des noisettes pour la partie. Alors, du coup, il y en a des fruits à coque, il y en a dans quasiment toutes les recettes. On a citron, amande, chocolat, noisette, graines de sarrasin. Les graines, on en a plein. Mais c'est comment on imagine la recette plus globalement pour aller cocher les cases de la nutrition. Merci beaucoup. Moi, j'avais une dernière question. On n'a pas beaucoup parlé. On sait que dans le gaspillage alimentaire, il y a vraiment la partie agricole. C'est les deux maillons où ça pèse le plus. C'est au niveau agriculture et au niveau consommateur. Là, on a beaucoup parlé de comment réduire du côté des consommateurs. On n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui, mais c'est vrai que du côté des producteurs, on sait qu'ils produisent 10% de plus pour justement pallier à ce qui va être refusé entre les négociants, parce qu'on a oublié de parler, mais il y a aussi les négociants et il y a évidemment les industriels après. Donc, c'est aussi sans doute un maillon. On a eu quelques exemples avec les jus de fruits où on peut reprendre des pommes. Est-ce que, Sarah, vous avez des choses sur comment utiliser des choses qui sont perdues du côté de la production? Ouais. Vraiment en amont.
Ouais, pour le coup, en fait, ce qu'on voit dans l'écosystème, encore une fois, de start-up en France, c'est qu'en 2016-2018, on va dire, on a été beaucoup, en fait, à lancer différents projets, que ce soit des applications, que ce soit des réponses pour les dons, etc. Du coup, vraiment sur traiter le consommateur et le distributeur. Et récemment, on voit de plus en plus de start-up qui vont justement sur les producteurs. Donc, je peux vous en citer quelques-unes, mais par exemple, hors norme, c'est une société qui va acheter des produits du coup déformés pour les livrer à des citadins. Donc, encore une fois, je ne rentre pas ni dans le business model, ni dans les prix, ni si c'est bien, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté d'aller chercher le gaspillage alimentaire directement chez les producteurs pour des produits non calibrés qui, du coup, ne sont pas récupérés par la distribution. Il y a des initiatives locales, il y en a beaucoup en Bretagne, parce qu'encore une fois, il y a encore beaucoup de producteurs. Donc, il y a des sociétés, par exemple, qui s'appellent Fini Terrestre, qui, eux, pareil, vont acheter en gros des produits non calibrés pour les mettre, pour les vendre à plus petit prix, mais eux en magasin, donc en Bretagne, et donc ce sont des initiatives locales. Et donc, par exemple, avec eux, on travaille même sur, ils sont aussi sur Too Good To Go. Donc, si jamais, par exemple, ils n'arrivent plus à vendre leurs fruits et légumes, du coup, moches dans leur magasin, ils vont aussi les mettre sur l'application. Et il y a, par exemple, nous, Anti-Gaspi, qui, du coup, eux, ont leur magasin, notamment dans les centres-villes, et achètent aussi ces produits à des producteurs et qui commencent à lancer presque une marque. Et du coup, aujourd'hui, c'est vendu chez Carrefour, par exemple, sur ces produits non calibrés, parce que du coup, c'est d'autres circuits de négociation. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, ces initiatives-là. Donc, après, à voir justement si ça ne crée pas un autre modèle il y a de la surproduction pour répondre à cette demande. Donc, on va espérer que non, et on va espérer que toutes ces démarches soient sincères. Mais en tout cas, voilà, on voit de plus en plus de solutions locales ou nationales qui essaient d'aller chercher ce gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Sarah. Il y a une question encore, Katia, c'est est-ce que vous envisagez de vendre de la chapelure? C'est-à-dire que peut-être que vous avez vous-même un peu de déchets quand vous produisez vos biscuits, ou est-ce que, d'ailleurs, avec ce que vous récupérez, vous pourriez aller sur la chapelure? Alors aujourd'hui, on utilise tout ce qu'on récupère parce qu'on sait combien on va produire, donc on dit au boulanger la quantité dont on a besoin. Donc, on ne prend pas tous leurs invendus, parce qu'il y a d'autres associations sur le territoire qui se sont positionnées pour récupérer les invendus. Donc, nous, on vient en complément et pas du tout en concurrence des associations déjà installées. Donc, on sait ce qu'on va produire, donc on sait la quantité de pain dont on a besoin. Et donc, aujourd'hui, on nous a posé plusieurs fois la question de la chapelure. On n'a pas pour volonté d'y aller pour l'instant. Je pense que le modèle économique, en plus, sur la chapelure permettrait pas de pérenniser l'activité parce que c'est des petits euros kilos. Nous, ça nous demande quand même la collecte, la transformation et après, voilà, le fait aussi de la stabilité dans le temps de cette chapelure. Nous, on l'utilise vraiment en flux tendu. On récupère les pains chez les boulangers le matin. Il est broyé directement en arrivant à la biscuiterie. Il n'est même pas séché. Enfin, il est vraiment utilisé tel quel pour pas rajouter une étape énergivore qui est celle du séchage. Donc, il est pris chez le boulanger. Il est encore un peu mou. On le broie et on l'utilise tel quel le jour même. Donc, on n'a pas de stock, de restes ou de chapelure qui traînent dans un coin qui ne seraient pas utilisés. Merci beaucoup. Donc, on va conclure cette table ronde. Donc, vraiment, ce qui est intéressant et à retenir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives, que vous avez toutes les deux dit que c'était très important qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui soient sur tous les maillons de la filière. On a retenu aussi qu'il fallait travailler par filière. On comprend qu'en effet, fruits, légumes, céréales, c'est là qu'il y a le plus d'efforts à faire, mais il y a d'autres filières où on pourrait essayer d'aller. On a vraiment des choses qui sont très développées maintenant sur les DD, enfin les DLC. On voit que ça commence à être supprimé, donc tout va dans le bon sens. On a peut-être atteint à peu près moins 30% pour 2025, et sans doute qu'il faut continuer à faire des efforts pour obtenir l'objectif de 2050, de 50% en 2025. Et sans doute que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'indicateur pour mesurer cette baisse du gaspillage. Et on espère que parce qu'il y a une loi et que c'est inscrit, il y aura quand même une évaluation. Voilà, je vous remercie. On va passer la parole à Nikta qui va vous annoncer la suite des événements sur l'Institut for a Positive Food. Et on essaiera de terminer avant 12h30. Nikta. Nikta, je ne sais pas si tu es disponible.
Donc, pour la conclusion, je pense que Necta n'a pas pu se connecter. Donc, simplement vous annoncer qu'il va y avoir un autre webinaire. On est en train de monter un programme ALISA, alimentation saine, durable et accessible. Ce programme, c'est vraiment une évaluation avec une expérimentation sur le terrain en partenariat avec Paul Boscus, VIF, et ça se fait dans la région d'Écully. On est en train de former avec des ateliers des personnes qui sont plutôt dans des catégories avec des difficultés économiques, et on essaye de voir comment des ateliers peuvent les aider à avoir une alimentation plus saine et plus durable. Enfin, dernière chose, c'est qu'on a des prix innovation qui sont lancés. La lauréate était Katia avec son entreprise Andy Gaspi. Et donc là, on relance la même chose avec un prix d'innovation pour des actions qui vont dans le sens d'une alimentation saine et durable et qui soient plutôt sur des entreprises qui se lancent, des startups qui innovent. Et donc, pourquoi pas sur le gaspillage? On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je remercie vraiment Sarah de nous avoir donné tous les noms des entreprises là, qui sont sur le côté amont et qui finalement sont aussi sur l'innovation dans ce secteur du gaspillage alimentaire. Si Sarah, vous les connaissez, si vous pouvez diffuser cet appel à candidature, ça serait intéressant pour qu'on ait vraiment suffisamment de dossiers. Donc, ça se lance en octobre et on vous le fera suivre. OK. Et Katia, bien sûr aussi, merci si vous avez dans votre environnement d'autres startups comme vous et qui pourraient être valorisées par ce prix innovation. Nous vous remercions. Necta n'a pas pu se connecter, elle a eu un petit problème de connexion, mais je prends la parole à sa place. Et merci beaucoup. On se retrouve donc le 3 octobre pour un webinaire sur ce programme ALISA. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne journée. Merci. Au revoir.